j'aime bien l'idée de penser qu'une école est un verger. C'est-à-dire c'est que c'est comme les arbres fruitiers produisent des fruits, c'est-à-dire des belles choses, c'est-à-dire, je dis, l'école produit des fruits, produit un savoir, produit une connaissance, produit de la liberté. Et dans ce sens-là, rien que l'expression école verger m'intéressait beaucoup. Il y a le Rhône, la rivière du Rhône, qui après passe en France, passe à Lyon et va jusqu'à la Méditerranée, donc c'est le début du Rhône. Et il y avait un petit village qui avait besoin de construire une école. Voilà. Voilà. On comprend tout de suite le fleuve, les vergers et le village. Alors, là, je vous raconte rapidement, effectivement, ce passage entre le verger et le village, cette transition que servait l'école, mais je pense qu'il faut surtout voir ceci comme effectivement l'idée qu'une école est un endroit qui produit quelque chose et que ce qu'elle produit, c'est bon comme une pomme, c'est bon comme quelque chose et autre, et que non seulement c'est bon, mais qu'on en a besoin. De nuit, alors que le ciel est sombre, alors Montbleu il n'est pas assez sombre, et quand le ciel est sombre, l'école existante un peu grise, mais j'ai pas de gris, voilà. Finalement on voit ça, puis on voit plus ces choses-là. Et ça, pour moi, c'est une revendication de qu'est-ce que c'est l'école. L'école, c'est quelque chose d'extraordinairement riche, d'extraordinairement productif, finalement, de liberté, parce que les gens se mettent à penser par eux-mêmes. Mon paysage, il y avait des chalets. Des petits chemins. Mon paysage, le paysage que j'avais dans les yeux, c'était les vaches et les chalets. Et un jour, apparaît une baleine empaillée sur un camion. On dirait plutôt un mort, mais c'est pas grave. Un lapin. Voilà. Donc voilà. C'est assez étrange de voir à côté des vaches passer une baleine sur un camion. Bon, on allait voir avec sa classe. Nos professeurs, nos instituteurs, nos institutrices, ils nous amenaient pour aller voir la baleine qui s'arrêtait sur la place des villages et autres, etc. Puis après, elle repartait, elle passait l'école et tout ça. Moi, c'est un souvenir qui m'a fortement marqué. Camion normal. Ce camion-là, on le transforme un peu. On fait que ça peut se lever. Ça se lève. On peut installer les chaises, le tableau noir, il est là, le tableau noir ou le tableau blanc, on ferme le camion, et puis on repart dans un autre village pour une autre manifestation des autres. Peut-être qu'avec le temps, ça s'abîme un peu, et autres, mais finalement, les choses qui vieillissent, les enfants aussi vieillissent, c'est-à-dire qu'ils grandissent, et le fait que finalement, ça finisse par se disparaître, peut-être qu'un jour, la baleine, ça devient autre chose qu'une baleine, ça devient, je ne sais pas, un cheval, ou un éléphant. On prenait l'exemple avec Esther, aller passer d'une séance de mathématiques à une séance de débat philosophique. Débat philosophique, il faut que tout le monde se regarde, il faut que les tables, ce soit par exemple une table ronde ou ne serait-ce qu'en U, les enfants échangent avec le maître, voilà. Bon, si c'est un moment de lecture pour soi avec un temps de réflexion, il est vrai qu'une table individuelle avec une chaise individuelle et un temps pour se concentrer, c'est le meilleur moment, c'est la meilleure place. Et avec Esther, on peut entendre une école idéale, ce serait une école qui est montée sur rail et qui, comme un interrupteur, on change la modulation de la classe. Il doit y avoir une classe qui serait la classe sous-trappe dans laquelle on va parce qu'elle est le complément ou le contraire des classes normées. Et je pense qu'il faut qu'on rentre dans cette époque-là, quand Luca nous dit c'est l'école de l'ouverture, de la formation, de la générosité et tout, il faudrait qu'en effet les enfants puissent expérimenter l'architecture et que l'enfance nous aide à construire aussi une ville adaptée. Et on a tous l'expérience de l'enfance,
mais on ne se sert pas de cette expérience quand on est enfant. On est construit par notre enfance, et donc on ne s'appuie pas assez sur ce que l'enfance peut produire. Je ne sais pas si l'expression de l'école idéale me plaît bien. Je pense que le principe même de l'école, c'est qu'elle n'est pas idéale, et qu'elles sont toutes différentes, et elles aspirent toutes à une forme d'idéalité. Voilà. Et moi, c'est peut-être les écoles idéales. J'essaye dans chacune de ces projets, c'est-à-dire quelque chose qui se déplace, qui n'est peut-être pas très loin de ce qui se passe ici. L'école volante, c'est-à-dire quelque chose de revendiquer le fait que l'école est quelque chose d'important et d'ouvert à tous, et que l'école est peut-être quelque chose qui appartient fondamentalement à la démocratie. Et donc la démocratie, c'est la reconnaissance de la différence. Voilà. Il y a toute une série de choses-là. Pour moi, c'est l'école. Voilà. L'école apprend ses cohabitations et en même temps ses libertés de chacun. Une école modulable, ouverte et flexible, ouverte sur l'extérieur. Je me suis un petit peu documentée sur ces écoles ouvertes, qu'on appelle écoles ouvertes, mais il y a même en Finlande certaines écoles qui ont abandonné le concept même de salle de classe. Et ça, je veux dire, ça bouscule un petit peu notre habitus et puis notre façon de concevoir l'école. Moi, j'ai eu un professeur en architecture, on n'avait pas de locaux. C'est une époque où Malaquais était tout petit et on avait trop d'étudiants. Et donc, il avait décidé qu'il n'aurait qu'un bureau, et qui était un bureau qui était notre adresse, et que tous les matins, on se posait la question où on va faire cours aujourd'hui. Et ça relevait d'un exercice d'analyse de nous, jeunes architectes. C'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, il fait beau, on va dans le jardin du Luxembourg, il fait beau, il fait pas beau, on va dans une station de métro, on va au café, on va à la bibliothèque Forney, et ainsi de suite. C'était de dire que l'essentiel de ce qui est nécessaire à notre formation est dehors, et ce qui est essentiel, c'est qu'on soit nous tous ensemble, à un moment donné, dans un lieu. On rayonne de ce lieu. Ce n'est pas une école sans lieu, c'est une école avec plusieurs lieux. Je ne sais pas, l'école d'architecture manquait d'espace et on leur offre le deuxième étage de cette construction provisoire. Donc c'était aussi une situation provisoire. Mais comme il y avait un rez-de-chaussée, s'y installe un supermarché de produits alimentaires et ci et ça et autres. Donc on a cohabité avec un supermarché, c'est extraordinaire. On descendait acheter nos sandwichs et ci et ça. Et voilà. Et en fait, cet espace-là était un grand espace ouvert, assez énorme, avec une vue magnifique sur la rivière. Et par exemple, les cours avaient lieu sur des gradins tout à fait provisoires et étaient simplement fermés par des rideaux. Et tout le système de séparation de cet étage était fait par des rideaux. Et ça marchait fantastiquement bien. Et je pense que c'est, au cours de mes études, le meilleur endroit pour étudier l'architecture que j'ai connu. Il y a un très beau texte d'un poète qui s'appelle Rilke et qui a écrit un texte sur une école qui s'appelle Samskola. Il a visité donc en 1904 ou 5 une école comme ça par hasard en Finlande. Et quand il l'a décrit, cette école, il ne fait que décrire la vie. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, c'est une école où toutes les classes ne se ressemblent pas, la lumière n'est pas la même, les plantes sont dehors, voilà, le jardin pénètre, les espaces sont ouverts et tout. Et c'était ça. Et il dit, pourquoi toutes les écoles ne sont pas comme cela? Je voulais faire une école différente et je voulais que ce soit dans un arbre, parce que comme ça change. Et comme on apprend que par exemple, mathématiques, du français, ben moi je voulais apprendre l'aventure. Ma grande sœur, elle a fait l'école papillon parce qu'il y a plein de petits points et il y a des ailes. C'était pas une fourmi? Bah, elle a dit fourmi, après elle a marqué papillon. C'est l'école papillon. Bah moi, je crois bien qu'elle a créé l'école papillon, peut-être parce qu'elle aime les papillons, ou soit pour faire des expériences sur les papillons. Est-ce que ça pourrait être une école, ça? Des choses qui se croisent, s'entrecroisent. Est-ce que ça pourrait être une école? Que des choses, des volumes qui s'échappent les uns des autres, s'entrecroisent? Pour moi, oui. On fait pas mal de choses avec les enfants et on voit comment ils s'approprient les choses,
ont un pouvoir d'imagination et de transformation qui est... voilà, sur un terrain où il n'y a rien, ils arrivent à s'imaginer plein de choses et à le transformer. Donc ça peut être assez simple de développer des choses comme ça. Ces deux dessins correspondent peut-être aux idéaux, entre guillemets, de ce quartier-là, en fait, par rapport à ici, dans le sens où on commence à avoir des infrastructures, on a maintenant des infrastructures proches des écoles et proches des lieux de culture qui nous permettent, qui nous offrent une porosité, une espèce de circulation culturelle et qui apporte vraiment une plus-value, je veux dire, au quartier, à l'école, aux enfants. Et pour ma part, c'est la vision synthétisée de la Gautière qui commence à poindre.